David, bonjour. Christophe, bonjour. Donc aujourd'hui, on est là chez toi. Tu vas nous faire ton retour d'expérience à l'Université de Lyon, plus précisément à l'IUT site gratte-ciel, sur des classes inversées que tu as mis en place à l'Université de Lyon. C'est ça, donc dans le département technique de commercialisation de l'IUT Lyon Oui. 1, on... Est-ce que tu peux te donner la genèse? Alors oui, la genèse, Quelle est l'idée? Qu'est-ce que tu as eu comme idée pour faire ça? alors Pourquoi t'es parti c'est là-dessus? suite quand même à un certain nombre de discussions, de réflexions sur l'innovation pédagogique, dont le point de départ était, il faut le citer, le diplôme Hilaire Le Carré, Oui. qui a eu une très mauvaise influence sur moi, Ah mince. qui m'a poussé à changer pas mal de choses dans mes pratiques pédagogiques. Alors pourquoi tu t'es inscrit à ce diplôme alors? Parce que diplôme, Ah, alors, c'est un diplôme qu'on fait pour les enseignants de l'université, donc, pour changer les pratiques. Alors pourquoi tu t'es inscrit à ce Eh diplôme? ben parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout de mon fonctionnement avec les étudiants, une certaine forme de lassitude, vraiment un questionnement sur à quoi est-ce que je peux servir, avec cette impression que quand je faisais cours, je disais la messe, et donc ça n'intéressait pas trop les On va dire étudiants. que tu parlais dans le vide. Voilà, Faut être laïque, hein. c'est ça, c'est laïque. Donc je n'étais pas certain que ça passionne les étudiants, ça ne me passionnait pas non plus, et donc l'idée c'était de réfléchir un petit peu plus à quels étaient les besoins des étudiants, donc plutôt en lien avec le monde dans lequel ils vont évoluer professionnellement, quelles étaient leurs envies, donc écouter les étudiants, donc se rapprocher d'eux pour coller au mieux à cette question de leurs besoins, de leurs envies, donc de leur motivation, et puis des outils qui peuvent leur permettre d'évoluer dans le monde professionnel, dans leurs études, de manière la plus positive possible. Donc le point de départ c'était ça, et puis ça m'a conduit à remettre en question pas mal de choses. Et puis, comme je suis chef de département en tech de co, l'idée, ça a été aussi d'impulser une démarche collective. Donc, il y a plusieurs collègues qui ont aussi mis en place un certain nombre d'initiatives à base notamment de jeux pédagogiques, d'utilisation de réseaux sociaux dans les enseignements. Des collègues aussi qui suivent maintenant le diplôme Hilaire Le Carré. Donc voilà, un certain nombre de choses qui font que on réfléchit un peu plus à nos pratiques pédagogiques. Alors, la classe inversée, qu'est-ce qui t'a plu dans ce principe et comment toi tu l'as mis en œuvre? Alors la classe inversée, Et pour toi d'abord, c'est quoi une définition de classe inversée? la classe inversée, c'est le fait de... Je vais réviser là. Ouais, non, mais je vais donner ma définition. Moi, je suis un économiste, et donc mon motivateur principal, Ouais. comme tout économiste qui se respecte, c'est faire en sorte d'être rationnel, d'être économe, d'être le plus efficace possible. Et donc, la classe inversée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de se retrouver avec les étudiants, non pas sur un apport de connaissances, choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes, tout seuls, donc ils n'ont pas vraiment besoin de moi pour le faire, mais plutôt sur l'utilisation de leurs connaissances, chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, qu'on ne fait pas forcément très souvent, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup le temps de le faire, mais par contre, chose pour laquelle l'enseignant a un rôle vraiment important à jouer, parce qu'il est là pour donner des cadres, et il est là pour donner des conseils, orienter, etc. Donc il est là pour répondre aux questions, donc il est là pour produire l'interaction, alors que dans l'apport de connaissances pures, il y en a finalement assez peu. Donc voilà, l'idée c'est que la classe inversée, ça, entre guillemets, ça rentabilise le temps de présence des étudiants beaucoup plus que simplement l'apport de cours. Sachant que par ailleurs, comme nos étudiants ont beaucoup d'heures de cours, ils sont à 30-35 heures par semaine, donc ils ont beaucoup d'heures de cours, il y a un certain nombre d'apports de connaissances qu'on va quand même leur faire en cours, qu'on va pas leur demander de faire chez eux. D'accord, de façon classique. De façon classique. D'accord. Et donc, tu as mis ça en œuvre sur une classe, sur plusieurs classes? Alors en fait, j'ai essayé de le mettre en œuvre sur plusieurs groupes, dans plusieurs années successives, niveaux successifs. J'ai commencé de manière un peu acrobatique à le faire avec des amphis, en essayant de voir si on ne pouvait pas faire des amphis inversés, c'est-à-dire des amphis où j'incitais les étudiants à travailler en amont de l'amphi, et on se retrouvait en amphi. Alors c'est des amphis de 100 étudiants, donc c'est pas des très gros amphis, mais quand même. Travailler en amont et puis essayer de se retrouver en amphi pour avoir une discussion. Alors, ça ne marchait pas du tout, ça a été assez calamiteux, pour plein de raisons, et qui tiennent notamment au fait que les étudiants, ils n'ont pas du tout l'habitude de ce type de pédagogie, donc on pourra revenir sur la question. Puis après, je l'ai fait dans des plus petits groupes,
où là, L'amphi, c'était en première année? l'amphi, c'était un amphi de première année. J'ai essayé de le faire aussi en amphi de deuxième année avec à peu près autant d'étudiants, mais ça marchait pas non plus beaucoup parce que, on va le voir, hein, la classe inversée, ça marche bien quand il y a une personnalisation des relations. Et l'amphi, c'est pas propre à ça, pas vraiment. On peut trouver de l'interactivité dans les amphis, on peut en mettre en place, on peut faire en sorte qu'il y ait des choses à faire chez soi et dont on parle en amphi, c'est possible, mais c'est quand même moins pratique comme mode de fonctionnement que le groupe de TD. Voilà. Donc la bonne taille pour toi? Voilà, bonne Groupe de taille, TD. voilà, c'est ça le groupe de TD, c'est une trentaine d'étudiants, enfin entre 20 et 30 étudiants. Là, on peut fonctionner, mais encore faut-il qu'on puisse avoir le temps de fonctionner, c'est-à-dire créer la situation, créer les conditions qui vont permettre d'établir ce type de fonctionnement, ce qui ne va pas de soi. Quand j'ai voulu mettre en place ce type d'initiative, quand on en discute avec les collègues, déjà c'est quelque chose qui peut perturber les collègues, ça remet en question nos pratiques professionnelles, donc c'est pas simple. Mais contrairement à ce que j'imaginais, ça remet aussi en question l'expérience que les étudiants peuvent avoir de l'enseignement. Ils ont l'habitude d'avoir un enseignement. Nos étudiants, ils sortent du bac jusqu'à... Ouais, donc ils ont déjà 15 ans d'expérience Voilà, d'enseignement. non, mais c'est ce que je leur dis, ce sont des professionnels de l'enseignement, ils connaissent ça par cœur. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est quand on leur dit en tant que professionnel de l'enseignement, quel regard critique vous pouvez avoir sur l'enseignement, est-ce que vous considérez que ce type d'enseignement, ça vous convient? Ils ne se posent pas trop la question au départ parce que justement, ils n'ont pas d'alternative. Et après, l'idée, c'est d'arriver à leur montrer qu'il y a une alternative. Mais avant d'arriver à leur montrer, à leur faire comprendre que l'alternative, elle peut leur être bénéfique, il faut du temps parce que justement, pris dans les habitudes, comme nous tous, on est très réticents au changement. Eux aussi, parce qu'ils ont 15 ans d'expérience et ils ont aussi cette idée que les modes d'enseignement qu'ils ont eus jusqu'à maintenant, puisqu'ils les ont eus, c'est que ce sont les bons. Donc il n'y a pas de raison d'en changer. Du coup, quand on change les modes d'enseignement, il faut arriver à créer un contexte qui va être favorable à ce changement et donc à leur donner des explications sur finalement qu'est-ce qu'ils vont retirer comme avantage, quel est le sens. Donc en préambule, avant de démarrer une classe, oui. il faut expliquer pourquoi tu vas la faire, les avantages. Au préambule de la démarche globale, j'ai eu plusieurs séances avec les étudiants sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre, qu'est-ce que c'est que la connaissance, comment est-ce que la connaissance elle se construit, etc. Y compris en faisant appel aux neurosciences, en réfléchissant à la chimie du cerveau, enfin un grand nombre de choses qui permettent de montrer qu'on apprend mieux, par exemple, c'est ce que nous disent les neuroscientifiques, on apprend mieux quand on bouge, on apprend mieux quand on visualise des choses, plutôt que quand on écoute passivement, donc on apprend mieux quand on est actif, on apprend mieux quand on pratique. Donc voilà, un certain nombre de choses qui, petit à petit, ont commencé à faire écho chez les étudiants, et puis leur expliquer que le sens de tout ça, finalement, c'est que si, quand ils viennent pour apprendre, ils viennent parce que, non pas simplement, ils doivent décrocher un diplôme à la fin, donc l'apprentissage, c'est pas simplement la clé pour obtenir une note, pour obtenir un diplôme, l'apprentissage, doit leur servir à quelque chose. C'est-à-dire que le savoir qu'ils acquièrent, il doit être actionnable, il doit servir à mettre en place des actions par la suite, que ce soit au niveau de leur enseignement ou au niveau de leur pratique professionnelle. Donc ils ne sont pas simplement là pour obtenir un ticket pour un diplôme. Et à partir de ce moment-là, c'est leur faire réfléchir sur à quoi servent les savoirs qu'on leur enseigne et qu'ils aient un regard un peu critique sur ces savoirs qu'on leur enseigne. Moi je fais de l'économie, donc à des étudiants de première année, les étudiants de première année parlaient d'économie, parlaient de macroéconomie, parlaient des grandeurs économiques, des interactions. Ça paraît assez loin de la réalité, donc il faut arriver à donner du sens à tout ça, à leur expliquer que ça va leur servir, ça peut leur être utile. Donc tout l'enjeu, c'est ça, on apprend mieux quand on comprend pourquoi on apprend. Donc voilà, c'est une règle. Il y a pas besoin de faire une classe inversée, peut-être pour ça. On apprend mieux quand on comprend pourquoi on apprend. Une fois qu'on a compris pourquoi on apprenait, en fait, on se rend compte aussi qu'on apprend mieux quand on pratique. Et c'est là qu'on a besoin de la classe inversée. Parce que si on part du principe, si les étudiants se disent finalement, effectivement, je suis un professionnel de l'apprentissage, mon boulot c'est apprendre, j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir ensuite m'adapter à des parcours professionnels qui vont être de plus en plus erratiques, il faut que j'apprenne efficacement. Et donc la deuxième idée, c'est comment est-ce que je vais faire pour apprendre efficacement. Et apprendre efficacement avec un prof qui fait un cours à des étudiants qui prennent des notes, c'est pas très efficace en termes de... quand on fait le ratio entre le temps passé et l'apprentissage effectué. Donc du coup,
c'est arrivé à leur démontrer petit à petit qu'ils apprennent de manière beaucoup plus efficace quand ils auront travaillé en amont le cours, tout ou partie, pas forcément l'intégralité, mais quand ils savent pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire en cours, plutôt que de débarquer comme souvent les étudiants quand ils arrivent en cours, en amphi, ils ne savent pas très bien de quoi ça va parler, donc ils découvrent ça avec le prof. Là, c'est plutôt de se dire, ben voilà, je sais de quoi ça va parler, et, parce que j'ai travaillé ça en amont, parce que j'ai regardé des vidéos que l'enseignant a mis sur les réseaux sociaux, parce que j'ai consulté un article qu'il a pu mettre aussi en ligne, etc. Et quand on se retrouve autour de l'idée qu'on va pratiquer les savoirs dont on a parlé ensemble. Et donc le fait de pratiquer ces savoirs, le fait de mettre en pratique, eh ben, ça permet d'apprendre mieux. D'accord.